Aujourd'hui, je suis un homme contracepté. Alors, je m'appelle Yannick Sanchez, je suis journaliste à la rédaction d'Envoyé Spécial et je me suis retrouvé à traiter de ce sujet sur la contraception masculine pour une raison assez personnelle au départ, qui est un questionnement de couple. Voyant que pour ma compagne ça n'allait pas, qu'il y avait beaucoup trop d'effets secondaires, je me suis dit finalement, est-ce que c'est pas la meilleure formule que, en tant que journaliste, entamer ces démarches-là, les documenter et quelque part vous le raconter. Au tout début de cette enquête un peu sur la contraception masculine, j'ai regardé sur les sources officielles et notamment la Haute Autorité de Santé. Elle précise qu'il n'y a en réalité que 3 formes validées de contraception masculine qui sont le préservatif, le retrait, un peu à l'ancienne, et la vasectomie, qui est finalement une méthode de stérilisation considérée comme irréversible. Mais en réalité, il y a 2 autres méthodes de contraception masculine qui sont pas très connues. Il y a la méthode de contraception hormonale, c'est celle que j'ai expérimentée, c'est des injections de testostérone qui passent par un médicament qui s'appelle l'androtardil, qui est utilisé notamment pour traiter quand il y a une baisse de testostérone, un manque de testostérone chez l'homme. En fait, ce médicament-là est disponible dans le commerce, mais il n'a pas fait l'objet, dans le cadre de la contraception masculine, d'une autorisation de mise sur le marché. Ça veut dire que vous n'êtes pas remboursé, c'est à vous de payer ce genre de contraception, une quarantaine d'euros par mois. Il a beau avoir fait passer toutes les phases de test et vendu dans le commerce, aujourd'hui, dans le cadre de la contraception masculine, il a seulement fait l'objet d'essais sur quelques centaines de cas. Donc, il n'a pas encore passé toutes les phases pour une contraception généralisée. Et à l'heure actuelle, à ma connaissance, l'entreprise qui dispose du brevet ne compte pas se lancer dans une exploitation dans le cadre de la contraception masculine. Et donc il y a la méthode de contraception thermique, donc la méthode du slip contraceptif où on fait remonter ses testicules, et c'est l'action de la chaleur sur les testicules qui vient réduire le nombre de spermatozoïdes et qui amène à une forme de contraception. Ça a été testé sur quelques dizaines d'hommes, quelques dizaines de couples même, pourrais-je dire, dans différentes études qui ont été menées à partir des années 80-90. Ça s'est montré plutôt bon, les résultats ont démontré leur efficacité, sauf que ce sont des échantillons qui sont quand même assez restreints. Quelques dizaines d'hommes, c'est pas beaucoup quand même pour se rendre compte de si oui ou non il pourrait y avoir à l'avenir des problématiques qui peuvent se poser sur des torsions testiculaires, sur un retour de la fertilité. Donc il y a toujours un doute sur le fait de prescrire ces méthodes-là. Mais il y a aussi beaucoup de méconnaissance du corps médical, et vous le voyez dans le reportage, il y a énormément de gens qui ne sont pas au courant que ces méthodes existent. J'ai commencé par m'intéresser à la contraception thermique, et donc je suis allé à des ateliers de couture. On est obligé de fabriquer son propre dispositif pour avoir quelque chose qui soit adapté à son corps et qui permette d'avoir quelque chose qui vient vraiment remonter les testicules de la manière la plus adaptée possible. Et en fait, j'ai porté ça que quelques heures pour voir si déjà ça m'allait et comment je ressentais le port du dispositif. Sauf que très rapidement, je me suis renseigné sur mon cas particulier. Comme j'ai eu une opération, à savoir une hernie inguinale, l'hernie opérée est une contre-indication. Dans mon cas, si j'avais poursuivi la contraception thermique, ça pouvait s'avérer risqué. Donc, je suis passé à la contraception hormonale. Il y a plus ou moins 3 étapes. Une première étape qui est de faire un spermogramme et une analyse de sang pour voir où on se situe. Moi, je me situe à 59 millions de spermatozoïdes par millilitre, ce qui est tout à fait normal en fait, plutôt dans la moyenne. Ensuite, on va prendre les injections de testostérone dans la fesse, 1 fois par semaine, et donc la testostérone qui est injectée vient peu à peu remplacer la testostérone qu'on produit naturellement, et donc peu à peu, la fabrication de spermatozoïdes, la spermatogenèse va s'interrompre, et au fur et à mesure, ça prend 3 mois, on va avoir plus de spermatozoïdes, ou en tout cas une baisse suffisamment importante qui va nous rendre temporairement infertiles. Au bout de 3 mois, on refait un spermogramme et une analyse, pour voir où on se situe. Le but du jeu, c'est d'arriver à moins d'1 million de spermatozoïdes par millilitre pour être considéré comme infertile. Quand on arrête le traitement, les spermatozoïdes reviennent petit à petit. Il faut attendre à nouveau 3 mois, que le cycle soit complet, pour vraiment retrouver sa fertilité d'avant. Les effets secondaires qu'on m'avait listés et qui sont connus, c'est une légère prise de poids, mais qui petit à petit se transforme plutôt en masse musculaire, de l'acné, notamment j'ai des boutons dans le dos que je n'avais jamais eu, quelques troubles du sommeil sur le premier, deuxième mois, que je n'ai plus aujourd'hui. Une légère augmentation de la libido, que pareil, j'ai eu assez fortement au début les 2 premiers mois et qui s'est plutôt stabilisé aujourd'hui. Et quelques changements d'humeur éventuels.
Moi, ça a été, c'est vrai que j'entendais des témoignages ça et là sur les réseaux sociaux de personnes qui disaient qu'elles se sentaient très irritables juste après les injections de testostérone, donc 24 à 48 heures après. J'ai pas vraiment ressenti ça, il faudrait demander à ma copine pour qu'elle valide bien ce que je dis, mais non, j'ai pas ressenti de vrai changement d'humeur. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est peut-être pas forcément plus de poils, mais des poils un peu plus longs, ou en tout cas une croissance un peu plus rapide. C'est pas non plus certains effets secondaires que nous décrivent souvent les femmes, qui peuvent être bien plus problématiques, donc ça c'est aussi quelque chose à avoir à l'esprit. Dans un couple, aujourd'hui, pouvoir introduire cette conversation du partage de la charge contraceptive, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant pour faciliter la communication et être bien au courant aussi des différentes étapes que la plupart des femmes aujourd'hui doivent traverser. On parle de charge contraceptive aujourd'hui, il faut quand même avoir toujours à l'esprit que le risque d'avoir une grossesse indésirable, c'est endossé par une femme, donc il faut que la confiance soit totale, et j'ai plutôt senti un accompagnement de ma compagne sur l'expérience que je menais, et aussi j'ai senti que j'étais davantage impliqué dans les discussions que peuvent avoir souvent les femmes entre elles sur des effets secondaires, la contraception, le choix de la bonne contraception, passer d'un stérilet à une pilule, quelle génération. J'avais l'impression d'être davantage au courant de ces problématiques-là et de me sentir moi-même responsable. Petit spoiler sur le sujet que vous aurez peut-être l'occasion de voir. Pour moi, ça a fonctionné à merveille dans le sens où je suis passé de 59 millions de spermatozoïdes par millilitre à un chiffre proche de 0. On peut dire que ça a été un franc succès. Ce qu'on me disait au planning familial aussi à avoir à l'esprit, que je garde toujours à l'esprit, c'est que une méthode de contraception, si elle marche pour quelqu'un, elle marche pas forcément pour tout le monde, ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. C'est juste bien de savoir qu'il y a pas mal de méthodes qui sont disponibles aujourd'hui. On espère de plus en plus que ça va se développer. En tout cas, j'ai l'impression que ça va plutôt dans le bon sens. La chance que j'ai eue d'être finalement pas un patient comme tout le monde, d'avoir aussi ma petite carte de journaliste, c'est d'essayer de comprendre, et ça a été toujours la question qui m'est venue de mes amis, de mes collègues, c'est « mais pourquoi, diable, n'avons-nous pas une méthode de contraception masculine disponible, une pilule, etc. » C'est le mythe de la pilule, pourquoi on n'a pas ça pour les hommes. Dans ce reportage, c'était un peu la quête qu'on suit tout au long, de savoir mais où on en est, où en sont les études à l'échelle européenne, qu'est-ce qui est à l'heure actuelle mené. Donc si vous regardez le sujet, vous verrez qu'il y a des méthodes qui sont à l'expérimentation avec un gel de contraception, un gel à base de testostérone. Vous verrez qu'il y a eu des blocages par le passé, dans les années 80, les mœurs n'étaient peut-être pas préparées. Vous verrez aussi que il y avait des pionniers en France, il y a des gens qui s'y sont intéressés depuis le début des années 80. Et vous découvrirez aussi que culturellement, des entreprises avaient essayé de se lancer. Puis finalement, des membres de conseil d'administration se sont opposés à des recherches qui étaient assez prometteuses. Donc j'ai découvert tout ça dans le reportage, ce qui était plutôt des enseignements au-delà des méthodes disponibles. Pourquoi aujourd'hui les hommes n'ont pas une méthode simple d'utilisation, disponible pour tout le monde, remboursée, réversible? Et donc ça, toutes ces réponses, vous les aurez en regardant le reportage. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes Envoyé spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.